de personnes toutes très engagées et bien au fait des situations et des réflexions qui ont été celles des derniers mois. Juste un premier mot d'intention politique générale. Ce que porte la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, c'est l'idée de renouer avec ce qu'était l'ambition d'ailleurs à l'époque du RMI, c'est-à-dire des politiques qui garantissent un filet minimum de sécurité monétaire et financière pour les personnes, mais qui permettent surtout d'être en dynamique avec de l'accompagnement vers le marché du travail et vers l'autonomie par le travail. Le constat que nous faisons, d'abord, c'est qu'il est absolument indispensable de renouer avec deux grandes politiques publiques qui ont été atrophiées ces dernières années, qui sont ou qui n'ont jamais réellement été mises en œuvre avec l'ambition qu'elles nécessitent, qui sont les politiques dites de prévention et d'investissement social d'une part, premier axe très important de la stratégie, deuxième axe, c'est les politiques d'accompagnement. C'est fondamental les politiques d'accompagnement parce que c'est ce qui définit une société de garantie collective par rapport à une société d'individus en concurrence les uns vis-à-vis des autres. Et donc, renouer avec une ambition d'accompagnement, ça veut dire renouer avec aussi une logique d'engagement réciproque entre l'individu et la société, c'est redire qu'on est dans une société où la collectivité s'engage auprès des individus, d'ailleurs elle va le faire dès le plus jeune âge au titre de la prévention, l'investissement des compétences dès le plus jeune âge, elle va le faire sur l'accompagnement vers l'emploi, sur l'accompagnement social, l'accompagnement médico-social. Nous augmentons considérablement les moyens de toutes les formes d'accompagnement, on le dit pas suffisamment, mais quand le président parle d'éradiquer la pauvreté, c'est pas pour fixer un objectif incantatoire, c'est pour dire il faut qu'on arrime nos politiques publiques de lutte contre la pauvreté à la situation des plus exclus, parce que si on ne porte pas l'objectif d'éradication, on s'intéresse toujours à ceux qui vont un peu moins mal, et on a des pilotages par objectif où finalement jamais la situation des plus éloignés, des plus fragiles n'est la priorité de politique publique. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire à partir de ce principe-là, et donc ça vaut pour l'accompagnement, d'où l'accompagnement médico-social, et ça vaut pour les enjeux de prévention. Mais cette ambition, cette double ambition politique, elle n'emporte de sens et de réalité et d'effectivité que si notre modèle social, sur ses fondements majeurs, garantie collective face au risque de la vie, modèle contributif financé par le travail, toutes ces questions-là sont réaffirmées et remis dans leur pleine efficience et dans leur pleine efficacité. Donc on a besoin d'un socle de garantie collective, et j'insiste sur ce terme, qui soit aujourd'hui à la fois plus efficient par rapport aux objectifs de politique sociale qu'on doit leur attribuer, la protection face au risque de pauvreté, la capacité à derrière enclencher des dynamiques d'accompagnement, l'incitation au travail, bien évidemment, et qui rompe avec la logique de défiance qui s'est progressivement développée entre une partie de nos concitoyens et le modèle de protection sociale. C'est devenu une forme de banalité parfois que de porter des jugements aussi péremptoires que faux d'ailleurs sur la réalité de notre modèle social. Notre modèle social, il est performant, il est redistributif. Quand on se compare, en tout cas, vous savez, quand on se contemple, on se désole, quand on se compare, on se console, mais en réalité, notre modèle social, il a beaucoup de vertus. Et donc, la conviction que nous portons, c'est que par contre, aujourd'hui, il a besoin, fort des constats qui étaient ceux de Christophe Sirugue il y a quelques années, fort des constats qui sont ceux d'un grand nombre d'acteurs, c'était déjà le cas lors du Grenelle de l'insertion, le Grenoble Je suis s'en souvient bien, puisque ça avait démarré à Grenoble il y a pas moins de 10 ans maintenant. Donc tout cela, ça fait longtemps qu'on le sait. Donc nous avons un système aujourd'hui, en effet, sur les minima sociaux, trop complexe, vécu comme inéquitable et en partie inéquitable, finalement pas si incitatif au travail parce qu'il y a un certain nombre de trappes aujourd'hui qui jouent contre, avec une absence de visibilité pour les personnes. Lorsqu'on interroge, et c'est le plus important dans une politique publique, c'est de partir des personnes concernées, ce que beaucoup de gens disent, c'est qu'ils n'ont pas la visibilité de moyen terme ou de long terme qui leur permet, et même de court terme, qui leur permet de prendre des décisions, par exemple de reprendre une activité partielle, de se projeter dans quelque chose. Donc il y a besoin de refonder le système. Et moi je suis très heureux que le président de la République ait décidé du niveau d'ambition maximale en termes de refonte du système. On peut toujours, et les politiques publiques sont souvent faites de cela, fixer des objectifs de moyen terme, intermédiaires, raisonnables, accessibles, plus facilement, etc. Le président de la République a fait le choix audacieux de dire on ouvre vraiment le champ d'une réflexion beaucoup plus lourde, et donc on va jusqu'à penser et porter une fusion et de minima sociaux et d'aide personnalisée au logement, puisque le socle minimum qu'a défini le président de la République, c'est RSA, prime d'activité, APL, et qui pourrait, selon ce que la concertation qui va s'ouvrir, donc je vais être nécessairement prudent aujourd'hui, et qui pourrait en effet être élargi. Alors il y a la question de l'ASS
qui est dans la négociation d'assurance chômage actuellement, on va voir ce qu'il en sort. Il y a la question de l'âge, bien évidemment. Il y a la question de l'ASPA et du minimum vieillesse qui ne peut pas être totalement décorrélé des réflexions en cours sur la réforme des retraites. Donc tout cela, nous allons le faire dans les mois qui viennent avec une ambition extrêmement claire d'avoir un système équitable, uniforme sur son mode de calcul, transparent, et qui soit toujours arrimé à une logique d'émancipation et d'autonomie par le travail, et donc qui reste incitatif au travail. Alors évidemment, donc, si on veut entrer un tout petit peu plus maintenant sur ce que ça pourrait recouvrir, on voit bien qu'il y a une question de protection de socle monétaire, il y a une question derrière de public que ça peut concerner sur la partie universelle d'une part et d'autre part sur la partie d'activité, parce que c'est les deux mots qui évidemment ont pu faire réagir et vont continuer de faire réagir. Le mot universel, d'abord il ne faut pas le confondre, mais ça ne pourra pas être le cas autour de cette table, avec le mot inconditionnel. C'est souvent un défaut, alors ça fait partie des débats sur le revenu de base. Pour certains il est inconditionnel, pour d'autres il n'est pas inconditionnel. Nous, ce que nous considérons à ce stade, c'est qu'un revenu universel d'activité doit rester dans la logique qui est celle de notre modèle de protection sociale, à la fois universelle et conditionnelle, donc conditionnée à des conditions de ressources, éventuellement à discuter à des conditions d'âge, je vais y revenir, et puis voilà, donc, et puis conditionné à une démarche d'accompagnement donc qui suppose des engagements réciproques. C'est aussi vieux que le RMI, hein, donc là-dessus il n'y a pas de philosophie politique, de nouveautés particulières. Il y a simplement la réaffirmation d'un principe, je le redisais tout à l'heure, en propos liminaire, qui est un principe fondamental dans notre société. L'avantage du mot universel, pour terminer sur celui-là, c'est qu'il permet d'ouvrir la réflexion sur les publics qui ne sont pas concernés aujourd'hui, en particulier les jeunes. Et donc je le dis très tranquillement, mais la réflexion de la concertation sera ouverte jusque-là. Et donc, moi, je porte une conviction politique dont on peut débattre, parce c'est qu'on a mieux à offrir à notre jeunesse qu'un accès à un minima social à 18 ans, mais pour autant, je ne méconnais pas la réalité d'un certain nombre de jeunes pour qui, à 18 ans, le minima social est une réalité, est un besoin vital pour se projeter vers des fonds d'accompagnement. Et donc, ce que nous voulons promouvoir au titre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, c'est le triptyque qu'a porté le collectif Alerte tout au long de la concertation, le collectif des associations de solidarité, ressources, accompagnement et emploi formation. Et donc de faire en sorte que toutes les personnes aient le droit à ce socle-là, des ressources adaptées à l'accompagnement. Donc après, on pose justement la question, et vous savez, pour les jeunes, ça pose des questions de solidarité familiale, etc. Donc ça pose des questions qui sont complexes. Tout le monde doit avoir un droit à l'accompagnement, et tout le monde doit pouvoir avoir un accès à l'emploi et à la formation pour avoir accès à l'emploi. C'est cette belle idée qu'on retrouve dans le territoire zéro chômeur de longue durée, qu'on retrouve dans un grand nombre des dispositifs aujourd'hui associatifs et des politiques publiques qui portent justement des besoins et des demandes des personnes les plus fragiles. C'est l'autonomie par l'emploi, bien évidemment. Et je voudrais dire deux mots de conclusion, parce que c'est un propos liminaire, ça emporte deux conséquences. La première, c'est qu'on ne pourra pas décorréler la réflexion sur le revenu universel d'activité de la réflexion sur cette logique d'un État garant du service public de l'insertion que le président de la République a évoqué dans le même temps. C'est-à-dire que si, pour nous, et j'insiste très fortement là-dessus, l'enjeu de la prestation monétaire et du minima social, c'est la porte d'entrée vers un accompagnement. C'est ce qui permet l'effectivité d'un droit à l'accompagnement. C'est pas la fin de l'accompagnement. J'insiste là-dessus parce que je l'ai vécu, y compris en tant qu'élu local. On peut avoir des politiques d'accès au droit, et Dieu sait que j'y crois, et Dieu sait que je sais qu'elles sont importantes, mais qui parfois se satisfont de l'accès au droit. Mais accéder à un droit, c'est une première étape. Ce qui compte, c'est la suite. Or, il ne faut pas qu'on ait un centre de gravité de nos politiques publiques qui, d'une certaine manière, se satisfasse d'une effectivité des droits qui, à la fin, prolongerait les inégalités et la pauvreté en gardant les gens dans des statuts assignés. C'est un très beau débat sur justement jusqu'où on va, est-ce qu'on protège la pauvreté ou est-ce qu'on combat aussi les inégalités, est-ce qu'on va plus loin. Ça passe par des politiques d'accompagnement. Donc je le dis, les deux réflexions doivent être corrélées. Le deuxième élément, c'est que, vous avez vu que j'ai été très insistant sur cette dimension-là, c'est que dans les débats que nous avons sur la protection sociale, il y a un débat de fond aujourd'hui qui est de continuer à l'arrimer ou pas au travail. Dans le débat public, quand on pose la question, et ça a été fait par un candidat à l'élection présidentielle d'un revenu universel inconditionnel, en fait, on exprime le fait que la pente de la société, qui est une pente, et je ne vais pas refaire les débats maintenant, mais sur les insiders, outsiders du marché du travail, le fait qu'on a un monde assistentiel payé par l'impôt, le RMI, et derrière qui, lui, a progressé sans cesse, et que les garanties assurantielles collectives, la protection sociale à la française, la sécurité sociale,
elles, alors qui ont connu des produits mixtes, hein, il y a des hybridations, la SS en est un exemple, pareil, évidemment. Mais on voit bien qu'il y a pour certains la tentation de dire finalement, le travail n'est plus une valeur structurante de nos sociétés. Dominique Méda écrivait ça il y a 23 ou 24 ans. Hein. Le travail est une valeur en disparition, c'était 94-95. Et donc, il faut désarimer notre système de protection sociale et notamment nos minima sociaux du travail. Et donc, tout le monde a le droit à un socle de ressources et après, il décide ou pas de travailler. Nous faisons le pari d'un marché du travail inclusif et de politique d'accompagnement et d'une volonté de considérer le revenu universel d'activité, c'est ce qui me permet de conclure sur l'activité, comme une porte d'entrée vers l'autonomie par le travail, qui est la demande des personnes concernées en termes de garantie de dignité, d'égale citoyenneté pour tous, et de prise en compte de leur capacité à maîtriser leur projet de vie. Il n'y a rien de pire que parce qu'on est dans une situation de fragilité sociale, se retrouver en permanence à subir les décisions des autres et à être victime, de manière plus ou moins arbitraire, de ce qui se joue sans vous. Ce qui est important, c'est que tout part de la personne et qu'elle maîtrise son destin. Ça suppose qu'on relie bien la logique de revenu universel d'activité aux logiques d'accompagnement qui seront dans le service public de l'insertion. Et il me semble que ça peut éclairer, en effet, un modèle européen et de citoyenneté et de rapport aux droits sociaux qui partent des besoins de la personne, mais qui refuse une société d'individus en concurrence les uns avec les autres.